Parfait. Très bien, donc je vais me présenter. Moi, je suis Nina Rocher, je suis actuellement en deuxième année à l'école en génie industriel et je suis également la vice-présidente de Centralement d'études, donc la junior entreprise de l'école. Et là, ce soir, on va pouvoir faire la troisième édition des parcours d'entraliens, donc sur le génie industriel. Et les parcours d'entraliens, ils ont été instaurés pour permettre de remplacer le forum alumni qui n'a pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. Donc merci à tous les intervenants qui sont présents ce soir. On va dans un premier temps avoir une petite présentation de chacun des intervenants et après plutôt un temps de questions-réponses. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez intervenir dès ce temps de questions-réponses, mais à la fin, on va faire des salons où vous pourrez poser des questions plus spécifiques pour l'un ou l'autre des intervenants. Voilà, donc je vous laisse vous présenter. Marie, si tu veux bien commencer. Ton micro, il n'est pas activé. Très bien. Bonsoir, c'est un peu difficile d'être la première, mais je vais essayer. Je m'appelle Marie Messonnier, je suis diplômée 2009, diplômée d'options qui n'existent peut-être plus aujourd'hui, simulation en ingénierie mécanique et management de projet. Voilà, je ne sais pas si je dois dire une courte phrase sur mon parcours d'ici là ou si ce sera abordé plus tard. Oui, tu peux le dire dès maintenant. Ok, j'ai fait mon stage de fin d'études au Canada dans un labo d'université. Puis j'ai passé 3 ans chez Safran, donc dans l'aéronautique, en bureau d'études, à faire pas à designer moi-même, mais à contrôler les fournisseurs qui faisaient du développement de pièces pour les moteurs d'avion. Donc un travail beaucoup de coordination. Je suis ensuite passée 3 ans à Singapour où j'ai été encore chez Safran, mais complètement dans un domaine différent, dans la prévente de moteurs d'hélicoptères. Donc, on servait nos clients dans toute la région Asie pour la réparation de leurs moteurs. Encore beaucoup un travail de coordination là sur tout ce qui était les commandes de réparation de la part de nos clients. Puis je suis partie au Danemark. J'ai passé encore 2 ans ou 3 ans dans une start-up complètement différente, danoise. Voilà, dans les équipements aéronautiques encore, équipements d'aéroport. Et puis il y a 1 an, je suis entrée chez Alstom, donc dans le transport ferroviaire, et on travaille sur un projet de signalisation des voies de chemin de fer dans tout l'est du Danemark. Et là, je suis chef de projet. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut se présenter à la suite de Marie? Moi, je veux bien. Donc, je suis François Ami, je suis diplômé de l'École centrale de Nantes, promotion 81, en génie mécanique, domaine que je n'ai jamais pratiqué ensuite. J'ai travaillé dans l'ingénierie, dans la sidérurgie. Après 1 année de service, parce que ça se faisait à l'époque, dans la construction navale, dans les moteurs nucléaires de sous-marins. Et puis, j'ai fait, donc, ce soir, je vais intervenir pour la compétence achat d'ingénierie. Et donc, j'ai fait une grande partie de ma carrière en bureau d'études en ingénierie, et puis en tant qu'acheteur sur des grands projets d'ingénierie. Et donc, je passe 2 messages immédiatement. C'est la double compétence technique. Et par exemple, achat, c'est très, très important, double compétence. Et donc, un petit teasing par rapport aux achats. Acheter, c'est rémunérer une performance. Voilà. Et on en reparle tout à l'heure. Voilà. Au suivant. Je veux bien prendre la suite. Est-ce que vous me voyez? Très bien. Oui. Donc, Vinko Kouach, je suis auto 93. Je ne sais pas si l'option existe encore maintenant, parce que je pense que beaucoup ont changé, ce qui est normal.
À la sortie de l'école, j'ai fait un autre master à HEC, donc ce qui m'a conduit à commencer mon premier travail dans le contrôle de gestion, ce qui n'a rien à voir avec, avec les études d'ingénieur. J'ai évolué d'abord 6 ans en finance, ça veut dire contrôle de gestion, directeur financier d'une filiale, puis dans le marketing et stratégie pour les acquisitions, croissance externe et l'intégration de ce qu'on a acheté en Allemagne. Et 6 ans de projet où là, c'est un peu plus technique parce que j'ai construit des usines de ciment en Chine. Et suite à cela, on m'a rapatrié au siège à Paris. Et après, au siège, je n'ai pas beaucoup aimé. J'ai quitté le siège de Lafarge pour aller en tant que DG pour Eramet en Chine. Et après cela, en 2016, j'ai finalement décidé de me mettre à mon compte où j'ai repris une PME à Villeparisis, qui est pas loin de Charles de Gaulle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la région. Donc voilà, donc depuis 2016, j'ai une petite PME de 40 personnes à peu près, spécialisée dans les outils coupants. Et je reviens en gros à mes premiers amours, qui est de la mécanique. Voilà. Très bien. Bon. Françoise ou Thomas, si quelqu'un veut prendre la suite. Ouais, je veux bien. Donc, moi, je suis Françoise Hellman. Je suis arrivée un peu tard, excusez-moi. Donc, je suis Naval 88. J'espère que cette option existe toujours, mais je pense que oui, même s'il a un autre nom. J'ai à peu près 25 ans d'expérience maintenant et j'ai commencé ma carrière dans tout ce qui est construction aéronautique et dans le monde Ariane. Je vous expliquerai après pourquoi, peut-être. J'ai fait une douzaine d'années dans le monde Ariane et c'était le développement Ariane 5 à l'époque, donc c'était toute une aventure de mise au point. C'était en région parisienne. Ensuite, j'ai rejoint la région bordelaise pour travailler avec le groupe EADS, donc maintenant Airbus, sur des adaptateurs de charge utile pour Ariane, toujours. Et dans ce grand groupe, je ne m'y suis pas sentie bien du tout. C'était en plein remaniement entre la France, l'Allemagne, l'Espagne. Enfin bref, c'était comment on va dire, un peu bougeant. Et donc, je suis partie pour créer une entreprise de tourisme en dirigeable en partenariat avec Zeppelin, donc la grande marque Zeppelin de dirigeables allemandes. Et ça, c'était à Bordeaux. Bon, le business plan n'était pas évident, il y avait des grosses levées de fonds à faire, donc ça n'a pas fonctionné. J'ai fait quand même trois vols pour faire découvrir à mes business angels et à mes investisseurs au Bourget en 2005, je crois, ou 2006. Ensuite, j'ai rejoint la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une autre région aéronautique. Là, j'ai changé de casquette. Je me suis mis d'abord en portage salarial, puis consultante, donc pour des travaux avec les entreprises aéronautiques de la région, avec le pôle de compétitivité Pégase, et puis avec d'autres clients également. Et depuis, donc ensuite, en 2016, j'ai rejoint encore une grande aventure technologique volante. C'était le projet Stratobus, c'est toujours le projet Stratobus avec Thales en prime. Moi, j'étais responsable projet et programme d'ailleurs de l'enveloppe équipée de Stratobus avec une petite entreprise, une PME qui s'appelait Airstar, qui a maintenant été rachetée par la CNIM. Et ça, c'est jusqu'à l'année dernière. Donc, j'ai beaucoup aimé cette ambiance PME, encore une fois, pionnier. Ça s'est un peu transformé, donc j'ai préféré quitter le groupe CNIM. Et je suis à nouveau dans la création d'entreprise pour une entreprise d'avions à effet de sol. On en est au prototype et je ne pourrais certainement pas trop vous en parler. D'accord, Voilà. très bien. Thomas, pour finir alors.
Donc, bonsoir, donc moi c'est Thomas Huissard, donc je suis diplômé théoriquement de 2004, mais j'ai fait un double diplôme, donc je me considère plus de 2003, donc j'étais une des premières générations où on est parti massivement à l'étranger, donc je suis parti 2 ans à Barcelone et depuis je suis toujours resté à l'étranger. Donc mon premier travail, c'était chez le fabricant de pneumatiques Goodyear au Luxembourg, où j'ai travaillé donc vraiment dans le domaine où j'ai étudié, donc la simulation ingénierie mécanique. Donc j'étais à la fois ingénieur de simulation et ingénieur de test, donc je m'occupais des corrélations pour les modèles de véhicules. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine de la course automobile et presque essentiellement la Formule 1, donc dans 3 équipes, donc en Angleterre, en Allemagne et après en Suisse, où je faisais à peu près le même travail. Je m'occupais de tout ce qui était corrélation entre les essais et les données réelles, que ce soit banc d'essai ou course, pour tout ce qui était dynamique du véhicule. Donc, entre-temps, j'ai fait aussi une petite parenthèse pendant 1 an où j'ai travaillé chez un auditeur de logiciels qui appartient maintenant à Siemens, mais toujours dans le domaine de la dynamique automobile. Et donc après ma dernière expérience en Formule 1, j'avais envie vraiment de faire autre chose très différent. Donc j'ai rejoint le milieu ferroviaire en Suisse, donc chez Bombardier, où j'ai travaillé dans le département IT, donc informatique, où j'étais un petit peu l'interface entre les ingénieurs qui utilisaient des outils de simulation pour dessiner le train et l'informatique pour expliquer leurs besoins en langage informatique. Et puis, bon, suite à la fusion avec Alstom et les problèmes économiques, on m'a gentiment demandé de partir. Et depuis, je travaille à la SBB, donc les chemins de fer suisses, dans la division infrastructure. Et je suis chef de projet pour essayer d'améliorer les outils de maintenance prédictive quant à l'usure des infrastructures ferroviaires. Donc voilà. D'accord, très bien, c'était très clair. Donc on va passer aux questions. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quant à vos motivations, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans vos domaines autant actuels que ceux dans lesquels vous avez pu travailler au début de votre expérience professionnelle? Je vous laisse vous répartir la parole comme vous l'entendez. Allez, je me lance. Donc moi, ce qui m'a motivée pour mes premiers emplois, c'était vraiment technologie, compétition. Enfin, à l'époque, c'était compétition, et je voulais faire des bateaux de haute technologie pour les courses en large. Malheureusement, à cette époque-là, ça n'avait pas trop le vent en poupe. Et puis, il y a un ancien de Centrale qui est venu présenter le groupe Ariane, l'aventure Ariane, l'épopée Ariane 1, etc., etc. Et là, je me suis dit, bon, allez, ça, c'est de la haute technologie, ça booste, c'est ça que je veux faire pour commencer. Donc, et ensuite, j'ai toujours été menée par le côté haute technologie et aventure humaine. Je vais répondre aussi pour qu'est-ce qui m'a poussé. La sidérurgie, c'était vraiment absolument par hasard. Après, comme je l'ai dit, j'ai eu 2 parties de vie, une partie technique et une partie achat, mais quand même avec un fil rouge qui était construire des systèmes industriels en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec tout niveau de compétences, pouvoir dialoguer avec des opérateurs, des directeurs, des fournisseurs, enfin, réussir à faire marcher un projet en équipe pluridisciplinaire en essayant de mettre en valeur les compétences de tout le monde. Et le passage de la technique aux achats, c'est qu'après avoir beaucoup étudié des machines ou des services ou des travaux, donc était beaucoup en contact avec des fournisseurs, je suis passé finalement à un niveau supérieur de maîtrise donc de tout ce qui est la relation entre une entreprise et puis ce qu'on appelle les ressources externes. Voilà,
il y a les ressources internes que sont les compétences internes de l'entreprise, mais il y a aussi le management des ressources externes que sont tous les fournisseurs pour les compétences qu'on a choisi de ne pas avoir dans notre corps de métier. Voilà. Et un métier absolument passionnant que je ne m'attendais absolument pas à faire, les achats, et qui est absolument incroyable par les rencontres, le besoin de chacun de réaliser un projet ensemble et de trouver comment écrire un contrat pour à la fois fournir de la compétence et comment rémunérer cette compétence. Voilà. Je vais me lancer. Donc moi, un petit peu comme François, c'était l'intérêt pour la haute technologie et la compétition, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même eu pas mal de chance et de hasard. Donc en étant à Barcelone, c'était à l'époque où toutes les écuries de Formule 1 allaient faire leurs essais hivernaux. Donc l'entrée sur le circuit était gratuite. Donc j'en ai profité pour aller voir plusieurs fois. Je me suis dit, pourquoi pas postuler dans une équipe. Et j'ai trouvé mon stage de fin d'études, donc à l'époque chez Toyota, qui était basé en Allemagne. Et depuis, j'avais envie d'y retourner. Donc j'ai trouvé mon premier poste dans l'automobile qui m'a permis de rester dans ce milieu. Et dès qu'il y a eu une offre dans une équipe, j'ai postulé et ça s'est bien passé. Donc j'y suis resté 8 ans. Et puis après, au bout de 8 ans, la technologie évoluait, la F1 se cherchait toujours un petit peu entre est-ce que c'est une activité de recherche et développement pour l'automobile ou est-ce que c'est plutôt du divertissement. Et donc, j'avais envie de faire autre chose. Et puis, en étant devenu papa aussi, j'avais envie de faire quelque chose qui était un petit peu plus utile pour mes enfants et pour le reste de la société. Donc, il y avait une offre chez Bombardier. Donc, de la même façon, je suis allé en informatique, mais c'était un petit peu un hasard. J'avais postulé pour un autre poste, mais cherchais quelqu'un qui avait de l'expérience en simulation pour coordonner les outils de simulation du point de vue informatique. Et puis là, encore une fois, je me sentais relativement bien chez Bombardier, ça se passait pas trop mal. Et puis il y a eu quelques difficultés, donc on m'a demandé de chercher autre chose et j'ai trouvé au chemin de fer suisse, et donc dans un domaine complètement différent qui maintenant est la maintenance, donc côté opérationnel. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que ça reste beaucoup de modèles mathématiques, modèles statistiques, donc tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis donc voilà, donc il y a une partie de chance et une partie c'est le cursus la simulation en ingénierie mécanique et le bagage mécanique numérique qui m'a aidé. Donc voilà. Je pense que je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je pense en sortant de l'école, j'essaye de me mettre un peu à la place des jeunes qui sortent de l'école. C'est une école généraliste, on a choisi nos options, mais en ce qui me concerne, c'est beaucoup le hasard qui a fait des choses. J'ai une idée qui est un fil directeur par contre, c'est que j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai mis 20 ans pour construire et pour y arriver là où je suis. Mais ma carrière, finalement, on dit qu'on choisit, on gère, mais c'est aussi le hasard des choses. À la sortie de l'école, j'ai fait quelque chose d'autre. Et finalement, je ne sais pas, aujourd'hui c'est différent parce qu'à l'époque, j'avais le choix entre Lafarge, Bouygues et Société Générale au trading. Donc, c'est du travail très différent les uns des autres. Et je choisis Lafarge à l'époque. Si j'avais choisi le trading, je pense qu'aujourd'hui, je ferais bien des choses bien différentes. Mais c'est vrai qu'en sortant de l'école, on peut être perdu. Et la pertinence de cette question qui est difficile à répondre aussi, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la vie devant vous. Ce que vous allez faire ne peut qu'apporter du plus parce que vous sortez de l'école, de toute façon, la vie est devant. Défoncer les portes, aller chercher et après, quand vous avez le choix, choisir après. Souvent, qu'on a le luxe de choisir avant et de trouver le bon poste pour ça, ce serait génial. Mais souvent, le côté pratique des choses, c'est que défoncer toutes les portes,
quand vous avez plusieurs choix, et ben là, c'est le moment de choisir. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, oui, très bien. Je vais faire rapide puisque c'est aussi beaucoup de hasard dans mon parcours. Complètement un hasard d'atterrir dans l'aéronautique en sortant de l'école, même si avec une dominante mécanique, ça avait du sens. Je dirais un petit peu aussi qu'il y a un fil directeur. Mes différents postes ont toujours été orientés vers coordination, coordination d'une équipe, sans poste hiérarchique, mais vraiment faire parler les gens entre eux, faire en sorte que ça avance. Ce qui m'a mené au poste de chef de projet, qui était toujours un petit peu ce que j'avais en tête un petit peu dès l'école, sans savoir comment j'y arriverais, mais avec un petit peu ce fil rouge d'animation et de coordination des différentes disciplines. Ok, parfait. Donc la question d'après, vous y avez déjà partiellement répondu lors de votre présentation. Est-ce qu'au niveau des études, pour aller dans l'industrie, vous avez des conseils en particulier à donner? François, je parle. À l'époque, on n'avait pas en 81, on n'avait pas de formation économique à l'école de Nantes. Et donc, moi, j'ai fait, après 2 ans d'expérience, j'ai fait l'IAE à Nantes avec un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises où où ça a été très, très important pour moi en tant qu'ingénieur dans un service technique dans la sidérurgie, de pouvoir aussi maîtriser toute la partie économique pour que tous les projets que je pouvais présenter, je puisse aussi avoir toute la partie économique dans mes discussions avec les partenaires, que ce soit les fournisseurs, la direction, quand on devait faire des plans à moyen terme, toute cette partie économique. À l'époque, dans les années 80, c'était quelque chose de très, très important parce qu'il y avait les ayatollahs de la MBA. Voilà, et donc c'était très, très important. Maintenant, il y a d'autres gourous, il y a d'autres courants, mais à l'époque, c'était vraiment l'économique et la marge. Voilà. Donc l'IE pour moi. Alors moi, je vais vous dire directement, puisque après Centrale, j'ai travaillé un peu 7-8 ans, et là, je me suis dit, tiens, il me faut une autre ouverture que la technique, et puis la technique principalement. J'ai fait l'IAE en cours du soir à Paris, en parallèle de mon travail. Ça m'a bien aidé pour devenir ensuite chef de projet et pour avoir une vision plus globale de ce qui se passe dans les entreprises. Et ensuite, bien sûr, ça m'a aidé quand j'ai créé mon entreprise de tourisme dirigeable et maintenant la start-up. Moi, je dirais, quelles études faut-il suivre? Il faut surtout suivre les cours d'anglais et les affûter parce que c'est ceux dont je me suis le plus servi. Et alors, d'autres avis complémentaires ou je vais y aller. Donc moi, j'ai commencé dans l'industrie du pneumatique et c'était clair dès le départ, quand on était plusieurs à commencer en même temps, qu'il n'y a aucune école dans le monde qui forme à l'industrie du pneumatique. Donc ce qu'ils cherchaient, c'était surtout des profils et des ingénieurs de calcul. Et donc là, maintenant, je suis de la même façon dans le ferroviaire. Donc en Suisse, il y a quelques formations, mais en général, c'est pareil, c'est un profil qui recherche et les formations se font en interne. Et pour rejoindre ce que Françoise vient de dire, les langues, c'est fondamental. Moi, j'ai toujours travaillé en langue étrangère, donc c'est la première fois où je travaille un peu en français, même si la dominante, c'est l'allemand au chemin de fer suisse. Et donc, la communication, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de principal dans mon métier de tous les jours. Donc, en ce moment, j'ai des réunions téléphoniques avec des inspecteurs de voies pour savoir comment ils travaillent. Donc, c'est des des techniciens qualifiés, jusqu'aux docteurs en numérique ou en informatique. Et donc, et je dois leur parler aussi bien en français qu'en allemand, parce qu'ici, l'anglais est très, très peu utilisé. Donc, savoir communiquer avec des gens qui ont un bagage
complètement différent, c'est assez fondamental. Donc je dirais pour mon métier de tous les jours, c'est beaucoup tout ce qui est modélisation et mathématiques, mais pour ce qui est dans un cadre général, c'est vraiment essentiellement la communication et savoir comment adapter son langage à son interlocuteur. Bon. Je pense que vous avez tout dit. La seule proposition que je peux suggérer et que pour les jeunes qui sortent, si vous avez la possibilité, et je pense que l'école maintenant a ouvert beaucoup de portes avec des doubles diplômes et des choses avec d'autres écoles, c'est le moment ou jamais de vous lâcher et si possible, pour certains, de partir dans les pays anglophones ou dans un pays avec une langue que vous aimeriez améliorer. Et je pense que ça vous apportera beaucoup en ayant cette expérience d'un autre pays avant de vous lancer. Parce qu'avant, autant, dans le passé, nous avons, enfin à mon époque en tout cas, le VSNE, des choses comme ça. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui, mais c'est sous différentes formes. Mais c'est une façon de partir dans un autre pays et d'en apprendre. Et je vois que parmi les intervenants, vous avez tous aussi visé des pays étrangers pour vous développer, quoi. Et je pense que ce qui signifie aussi que la compétition est mondiale. Que maintenant, nous ne sommes plus en compétition avec des écoles d'ingénieurs uniquement, mais nous sommes en compétition avec le monde entier maintenant. Super, Marie, tu veux ajouter quelque chose ou pour toi, tout est dit? Non, j'ai rien de plus à ajouter, d'autant plus que j'ai pas fait de formation complémentaire que Centrale. Donc comme quoi on peut aussi sans formation complémentaire. Dans mon métier, je rejoindrai un peu Thomas, il y a un attrait pour l'humain, la communication qu'on apprend d'une certaine façon à l'école, mais qu'on ne met pas sous un titre de formation. Sous un titre d'option ou etc., mais qui est très importante. Super. Alors, on va passer à la question d'après. Au vu de l'actualité, est-ce que vous avez remarqué des changements majeurs dans votre secteur et enfin, plus particulièrement dans vos missions? Comment est-ce que ça va affecter vos missions? Beaucoup, parce que aujourd'hui, mon entreprise enfin, nous sommes fournisseurs de rang 1 pour Safran. Et en gros, Safran ne travaille plus beaucoup. C'est la première fois, enfin, c'est pas la première fois, parce que cette année, je l'ai visité plusieurs fois, mais à chaque visite après après mars, je rentre dans les ateliers à Ivry, par exemple, où toutes les machines sont à l'arrêt. Il y a juste un îlot ou deux machines qui tournent. C'est juste pour les pièces de réparation ou autres, mais toute la production est en arrêt. Et c'est triste à voir, mais tout est un peu à l'arrêt. On promet un redémarrage fort dans tout ça, mais on ne sait pas, personne n'a encore la boule de cristal pour savoir est-ce que ce serait au printemps de l'année prochaine ou en automne de l'année prochaine. Mais en tout cas, on attend à ce qu'il y ait une demande forte qui redémarre très très fort, parce que toutes les réparations, toutes les choses sont tous en attente. Et voilà, s'il y a un redémarrage, ce sera violent. Donc, on se prépare un peu pour essayer d'attraper cette opportunité de redémarrage. C'est un pari aussi, parce que ce redémarrage peut venir aussi brutalement que venir beaucoup plus tard. Ce sera en fonction de la qualité des vaccins qui sont annoncés en ce moment. Ok, très bien. D'autres points de vue? Moi, donc en Suisse, donc déjà, on a de la chance de ne pas être confiné. Donc, l'économie continue à marcher plus ou moins, même si moi, dans mon cas, je suis forcé de travailler à la maison, mais les trains continuent à circuler. Par contre, il y a beaucoup moins de touristes, notamment asiatiques. Donc, en fait, les revenus de la compagnie diminuent fortement. Mais il y a sur une partie du réseau, il y a énormément de trains cargo qui continuent à circuler. Donc, du point de vue infrastructure, il faut continuer à les entretenir.
venir. Donc, en ayant moins de revenus, il y a énormément de travail de repriorisation, donc savoir quel chantier on va privilégier, quelle zone on va maintenir et quelle autre on va pouvoir déplacer d'une année à l'autre. Donc, tout ça se fait en arrière-plan, tout en gardant en tête qu'il faut avoir la sécurité des usagers. Donc, le travail que je faisais quand j'ai commencé, on va dire, était relativement un travail sur le long terme pour avoir des outils prédictifs et qui devient de plus en plus important parce qu'on veut essayer d'avoir des outils, on va dire, numériques qui nous chiffrent comment reprioriser un chantier par rapport à un autre. Donc, effectivement, nous, la situation, elle nous affecte énormément. Je rejoins Thomas sur le fait que le ferroviaire continue. Contrairement à l'aéronautique, on est quand même assez chanceux. Les trains continuent de rouler au Danemark aussi. Et notre projet étant une grosse priorité pour le Danemark, on n'a pas été affecté. Enfin, on doit continuer le projet comme si ne s'était rien passé. Et d'un point de vue de travail de tous les jours, travaillant avec l'Italie beaucoup, en fait, le travail à la maison n'a pas vraiment changé nos réunions puisqu'on était déjà de toute façon sur Skype constamment. Donc, d'un point de vue vraiment concret, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Côté création d'entreprise, je peux rappeler un petit point là, c'est comme on est dans l'incertitude économique, ou plutôt dans l'incertitude de certaines récessions dans les années à venir, les business angels et investisseurs, ils se font prier encore plus que d'habitude. Donc c'est très difficile. On s'est donc recentré sur une construction de prototypes, mais côté économique, on ne sait pas trop où on va. Ok. D'autres points de vue, François notamment, ou c'est bon? Très bien. D'accord. Donc, à mettre en parallèle également par rapport à la question d'avant, est-ce qu'il y a des évolutions que vous aimeriez voir dans votre secteur dans les 5 ans à venir, ou même si vous n'aimeriez pas forcément les voir, que vous vous attendez à voir? En fait, je ne sais pas si les élèves, enfin les étudiants sont au courant de ce que c'est le secteur de l'outil coupant. Donc, aujourd'hui, les outils coupants, c'est un secteur très consolidé. Les leaders sont internationaux, ça veut dire qu'un Suédois, Sandvik, Koroman, Kennametal qui est américain, Iskar qui est israélien. En fait, aucun n'est français parce que nous avons perdu la bataille des machines-outils. Ce qui fait que les outils coupants, en même temps, on s'est fait racheter. Dans le passé, nous avons des grandes marques comme Safety et autres qui sont rachetées. Et aujourd'hui, à cause de la crise, les leaders mondiaux ont fermé les usines en France pour aller chercher ailleurs, produire ailleurs. Donc, tout ça fait que, devenu stratégique, parce que l'outil coupant, c'est la dernière, c'est ce qui va donner la forme finale à la pièce du moteur de Safran, des rails, enfin de toutes les pièces mécaniques. Et ce savoir-faire est en train de partir, en fait. Et aujourd'hui, il nous reste que quelques rescapés en France. Du coup, mon entreprise est spécialisée dans l'outil coupant sur mesure. Donc, il y a tout à faire parce qu'il y a une opportunité, en tout cas, à prendre. Voilà. Et dans le ferroviaire, Marie, Thomas? Donc, je vais prendre la parole, désolé Marie. En Suisse, donc, le ferroviaire est déjà très développé, donc le territoire est déjà bien maillé, donc je pense que les gens vont continuer à utiliser le ferroviaire de plus en plus.
Donc, ce qui risque de se développer, c'est, j'imagine, pour faire le dernier kilomètre, hein, donc the last mile, donc les voitures en autopartage ou des choses comme ça. Donc vraiment la connexion porte à porte. Sinon, au niveau vraiment purement ferroviaire, je pense, enfin, on va être obligé donc d'améliorer considérablement tout ce qui est maintenance prédictive pour être capable de mieux anticiper les réparations et pour justement faire de la maintenance préventive et pas de la maintenance, réparer la pièce quand elle vient de casser. Donc, ça va permettre d'économiser. Donc, je pense que c'est le gros enjeu du futur. Donc, utiliser tous les outils pour justement améliorer la maintenance. Et c'est ce vers quoi se dirige le ferroviaire. Et je pense que Marie a sans doute à peu près la même idée. Oui, on se dirige vers du plus digital de tous les points de vue signalisation aussi, de ce que j'en connais. Et moi, j'aimerais bien voir dans le ferroviaire, justement, rendre le domaine plus une vieille industrie historique, mais un domaine un peu sexy. D'abord parce que y a cette digitalisation, et ensuite parce que d'un point de vue enjeux environnementaux, c'est quand même un transport intéressant. Donc j'aimerais bien voir un petit peu une volonté de la part des jeunes étudiants, des jeunes diplômés de revenir rejoindre le ferroviaire. Que ce soit un peu sexy, quoi. Voilà. Et en faisant venir des nouvelles recrues, j'aimerais bien voir dans la gestion de projet, par exemple, plus d'agilité. C'est une industrie historique avec des process très lourds et on souffre de ça tous les jours. On n'est pas dans l'IT, on n'est pas dans une startup qui développe une appli. Non, on a une façon de gérer les projets très historique, très française, et que j'aimerais voir évoluer. Ok, ce manque d'agilité, c'était également le cas chez Bombardier ou c'est vraiment propre à Alstom? Non, enfin, c'est le milieu ferroviaire et enfin, j'ai un peu travaillé aussi comme j'étais à l'informatique chez Bombardier avec la division aérospace. Enfin, c'est des domaines qui sont très réglementés. Enfin, on parle là en ce moment comme tout ce qui est industrie du médicament et du vaccin. Donc, c'est des choses qui prennent énormément de temps et effectivement, c'est pas toujours évident de remettre en place des process. Et moi, je travaille, comme j'expliquais tout à l'heure, avec beaucoup de techniciens qui ont entre 20 ans et 40 ans d'expérience, et la gestion du changement, je dirais en règle générale, c'est quelque chose, je n'ai pas souvenir qu'on l'avait abordé à l'école quand j'y étais, mais je dirais c'est quelque chose, maintenant moi ça fait partie du quotidien, je l'expliquais tout à l'heure, la communication, c'est comment être capable de communiquer sans brusquer les gens et leur montrer en fait qu'il y a des choses à changer, donc notamment comme disait Marie, la digitalisation, c'est quelque chose qui en Suisse, et je pense qu'on est un petit peu plus en avance qu'en France. Et effectivement, le boulot est un petit peu plus sexy en France. En Suisse, on a moins de problèmes pour recruter. Mais oui, cette gestion du changement et cette industrie historique, c'est pas tous les jours évident à changer. D'accord, d'autres interventions ou on passe à la question d'après? Oui, donc moi je peux intervenir pour le domaine des achats. On est dans un écosystème, on ne peut plus travailler simplement en regardant un prix, en faisant des contrats et en se fichant de l'avenir des fournisseurs. On est obligé de développer ce qu'on appelle les achats responsables et nos obligations de vigilance, c'est-à-dire d'aller voir dans les sous-traitants des sous-traitants comment ils travaillent à l'étranger, est-ce qu'ils font passer des tests de grossesse aux femmes avant de les embaucher, est-ce qu'ils font travailler des enfants. Voilà, il y a tout un tas de... On ne peut pas simplement s'abriter derrière un contrat et des obligations de performance. On est aussi responsable de la chaîne économique dans laquelle on est et on ne peut plus considérer qu'on est seul dans notre entreprise avec notre business et voilà, on est vraiment dans un réseau et
pour l'acheteur à ce titre-là, il est dans un métier assez passionnant. Voilà. Je voudrais remercier François là, pour ce message aux jeunes. En effet, le métier de l'achat a beaucoup changé. Et de prendre en compte la partie sociale, je pense que c'est important. Mais j'ajouterais aussi que, si c'est possible, d'ajouter la partie un peu patriotique, parce que j'ai travaillé longuement en Chine. Il est clair que les sociétés japonaises en Chine achètent japonais d'abord. Quand ils n'en ont pas le choix, ils achètent ailleurs. Les sociétés américaines font de la même façon. Les sociétés allemandes font de la même façon. Il n'y a que les sociétés françaises où on achète avec des objectifs de prix et de qualité, bien sûr, mais quelle que soit la provenance ou les pays. Moi-même, j'ai travaillé en Chine pour vendre des aciers pour les moules, et j'essaye d'en vendre à Valeo, mais du fait de leur système, ils ont été verrouillés par les acheteurs avec la partie grise, bien sûr, qui rentre en jeu. Était impossible de défoncer les portes, en fait, malgré le fait qu'au même prix, on n'arrive pas à entrer, alors que la matière, ça vient de France, c'est importé de France, et on n'arrivait pas à placer. Parce que l'esprit, je pense que dans les entreprises, l'esprit des acheteurs en France, on n'a pas avancé cette dimension qui est un peu patriotique, je dirais. Je ne sais pas si c'est juste, François, par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est en phase? On rentre aussi dans un domaine politique, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé aussi sur des gros projets chez Areva. Par exemple, il y a des systèmes de compensation entre pays, c'est-à-dire que quand Areva achète des choses en Pologne, la Pologne s'engage à acheter des choses en France. Par exemple, donc, ça passe par les gouvernements, quoi. On croit en tant qu'acheteur qu'on fait des négociations, mais en fait, au moment des validations, des listes de fournisseurs, etc., ça monte à haut niveau, ça monte dans les ministères. Donc, dans tout ce qui est effectivement importation, il y a effectivement de la politique. Oui, on fait de la politique aussi, oui. Il y a eu aussi on peut avoir aussi, quand on n'a pas de fournisseur, une démarche de création d'entreprise. Par exemple, une sidérurgie qui s'installe au Brésil peut demander à ce que des fournisseurs français qu'on connaît bien, type Air Liquide, accompagnent sur le terrain et montent une filiale locale pour permettre de démarrer la sidérurgie locale. Voilà. Mais merci, ouais, pour cette précision sur le fait d'être vigilant aussi. Enfin, j'ai vécu le rachat d'Arcelor par l'Inde, par Mittal. Et c'est vrai qu'à une époque, un pays disait je dois maîtriser mon énergie, ma navale, ma sidérurgie, je sais pas, mes constructions d'armement. Et là, la sidérurgie, effectivement, Mittal, quand il a racheté Arcelor, il a racheté les brevets. D'accord, très bien. Si vous n'avez rien à ajouter, on va passer à la question d'après. Ça rejoint un petit peu ce dont on parlait sur l'aspect sociétal. Au niveau environnemental maintenant, dans quelle mesure est-ce que l'industrie ou au moins les domaines dans lesquels vous avez travaillé prennent en compte les enjeux environnementaux ? Je vais commencer ce coup-ci. Donc effectivement, nous, dans le ferroviaire, je pense c'est un petit peu le moyen de transport qui est sans doute le plus écologique, même si il y a quand même énormément d'infrastructures à construire et à maintenir. Il faut prendre tout ça en compte. Mais je vois la SBB de plus en plus, donc les traverses,
les morceaux de bois, on va dire, qui joignent les 2 rails. Donc, il y a aussi, sous certaines conditions, on en utilise en béton. Et dernièrement, donc à la SBB, il y en a qui ont été certifiés pour être réutilisés. Donc après, ça fait partie énormément de la culture suisse de réutiliser, de recycler, de préserver l'environnement. Je pense dans les pays nordiques également. Et par contre, donc dans le domaine où j'étais avant, tout ce qui était course automobile, personnellement, je trouve que c'est un petit peu hypocrite. C'est aussi ça qui m'a forcé un petit peu à changer. Ils essayent de trouver des certifications à droite, à gauche pour justifier leur existence, mais bon, faire le tour du monde à je ne sais pas combien de personnes pour faire des voitures tourner autour d'un circuit. Donc là, je me pose des questions, comment des grands groupes industriels ou des sponsors vont continuer à sponsoriser ce type d'activité. Donc oui, effectivement, il y a certains types d'industries qui risquent d'être impactés plus que d'autres. Et tout ce qui est automobile, ou la course automobile, ou plus exactement où j'étais avant, oui, il y a sans doute de gros changements qui risquent d'arriver. Alors, moi, j'ai un message, c'est que si vous voulez que votre entreprise prenne en compte les enjeux environnementaux, surtout soyez proche des gens qui font du contrôle de gestion. Parce que immédiatement, dans votre entreprise, on va vous parler de coûts supplémentaires. Et donc, il va falloir effectivement arriver à argumenter comment les parties prenantes, qui ne sont pas seulement les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, vont effectivement gagner en prenant en compte les défis environnementaux ou les risques environnementaux. Donc, malheureusement, il y a la grande clé de tout ça, c'est le combien ça coûte, le combien ça rapporte, et on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça, même si ce n'est pas forcément le combien ça coûte, combien ça rapporte à l'entreprise. Moi, j'ai un tout petit exemple, c'est que on négociait les achats de moteurs électriques pour Arcelor sur des contrats pluriannuels, et il y avait plusieurs entreprises qui étaient en concurrence, dont des moteurs chinois qui n'étaient pas chers du tout. Et en face, il y avait effectivement des entreprises qui avaient des ingénieurs qui avaient développé des moteurs alternatifs qui consommaient très très peu. Mais en fait, les techniciens ou les gens des investissements, ils disaient, moi, je veux un moteur pas cher. Et il a fallu discuter pour qu'on puisse aussi faire comprendre aux industriels que le prix d'achat du moteur était peut-être pas ce qui est le plus important, mais que c'était plutôt peut-être sa consommation et son rendement, et que peut-être même un jour, on n'achèterait plus les moteurs électriques, mais on les louerait ou on les paierait au nombre de tours, donc dans une idée de service plutôt que d'achat et de propriété. Et donc, effectivement, il faut être très très bon. Si on veut vraiment faire passer les enjeux environnementaux, il faut être bon et bien argumenté en euros. Voilà, désolé, mais il faut passer par là. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, François, parce qu'en ayant travaillé chez Bombardier, je pense que Marie a sans doute la même expérience. C'est que notamment la SBB, dans le cahier des charges, quand ils font un appel d'offres pour le train, c'est pas le train qui coûte le moins cher à l'achat, c'est le train sur sa durée de vie. Donc moi, mon titre, on va dire, c'est Life Cycle Management. Donc c'est d'essayer d'estimer le coût énergétique et en réparation que va avoir le train sur, par exemple, une dizaine d'années. Et Bombardier, donc à l'époque, s'engageait sur un certain coût, une certaine maintenance, etc. Et il y avait des avenants clairement au contrat qui stipulaient que si ça dépassait X% de cette consommation, eh ben, effectivement, il y avait des compensations à recevoir. Donc c'est des choses qui existent, je sais, dans l'industrie ferroviaire. Par rapport aux enjeux environnementaux, il faut comprendre que les RSE est un thème qui est devenu de plus en plus fort dans les entreprises, mais pour l'instant, ce n'est resté qu'au niveau du haut de la pyramide. Tant que
ces choses-là ne sont pas traduites dans les KPIs de chacun jusqu'en bas, eh ben, on ne va pas pouvoir agir beaucoup. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un en bas qui essaye de faire de l'environnement, comme dit François, il y a un surcoût et on va tout de suite écraser l'idée dans l'œuf. Donc, à aujourd'hui, les choses changent. Ça change au niveau avec le pacte à aujourd'hui, par exemple, l'entreprise qui a une obligation de gagner de l'argent n'est plus le seul critère de l'entreprise. Il y a aussi la partie RSE. Et ça va, il faut laisser le temps que ça s'infuse et ça devient un KPI pour chacun de nous dans l'organisation de l'entreprise. Et tant que ces KPIs n'existent pas, eh ben, ce ne sera pas suivi du tout dans l'entreprise. On peut faire beaucoup de discours et aujourd'hui, on fait beaucoup de discours, mais dans la réalité des choses, ce n'est pas du tout pris en compte. Un autre avis sur la question? Françoise, peut-être? Moi, mon avis, il n'est pas extrêmement positif. De toute ma carrière, la prise en compte de l'environnement, ça a été saupoudré avec des pas grand-chose, du genre trier des papiers dans les corbeilles. Aujourd'hui, je trouve que ça s'active un peu quand même, via notamment les réunions à distance en visio, en WebEx, en ce qu'on veut, et via également le télétravail qui contribue pour beaucoup. Et nous, on est très friands de ça. Donc, c'est un vrai enjeu de moins se déplacer aussi, de mieux se comprendre par visio. Ok, très bien. Donc, si vous n'avez rien à rajouter sur cette question, on va passer à la dernière question. Quelles sont les démarches à suivre pour quelqu'un qui souhaiterait rejoindre le monde de l'industrie en venant plutôt d'un secteur tertiaire? Moi, je réponds tout de suite, j'en ai aucune idée. D'accord. Des idées? Je vais parler de ma propre expérience. Donc, j'ai quand même travaillé pendant 4 ans chez Bombardier, donc on va dire dans la partie informatique. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu plus au niveau service. Et effectivement, il y a énormément de passerelles parce qu'on parle beaucoup de digital. Et par contre, j'ai passé énormément de temps à regarder ce que font, donc moi au niveau simulation, on va dire les leaders comme Siemens ou Dassault. Et quand on regarde ce qu'ils promettent et ce qui est actuellement en place dans les entreprises, il y a énormément de travail à faire. On est encore très très loin de la digitalisation comme tout le monde le rêve ou comme tous les grands chefs d'entreprise le vantent. Donc, il y a énormément de passerelles, au moins au niveau, je dirais, informatique et au niveau service. De la même façon, au chemin de fer suisse, il y a énormément de choses qui sont digitalisées. Il y a beaucoup d'applications pour réserver en ligne. Donc, les passerelles ne sont pas forcément évidentes. Donc, on va commencer évidemment comme prestataire. Mais si on a une connaissance du milieu industriel, ça peut permettre de rentrer. Et je vais donner un autre exemple. Donc, moi, en étant dans l'informatique, je sais par exemple que Bombardier, pendant X années, est resté bloqué sur la même version de CATIA, donc le logiciel de design, pour des raisons de compatibilité. Et le jour où on doit faire un changement de version, évidemment, très peu de personnes dans l'entreprise ont cette connaissance et il faut aller chercher des personnes donc dans l'industrie du software pour mettre toute la compagnie à niveau pour tout ce qui est formation, mise en place des serveurs, etc. Donc il y a énormément de passerelles entre la digitalisation et le monde de l'industrie. Je suis tout à fait d'accord. Je rejoins tout à fait. Il faut le tenter et l'industrie, la vieille industrie a besoin de personnes qui viennent du tertiaire d'un point de vue IT ou tout ce qui va autour et d'un point de vue service aussi. Les services, une entreprise qui est spécialisée dans le service
quelqu'un qui a travaillé là-dedans peut apporter à une grosse entreprise de l'industrie. Donc, il faut pas se bloquer. Il ne faut pas se bloquer parce qu'on vient du tertiaire. Je ne pourrai jamais rentrer dans l'industrie. C'est tout à fait possible. Oui, je soutiens ce que vient de dire Marie, parce que la différenciation est un facteur de vente également. Il ne faut pas justement se positionner en disant que je connais rien à l'industrie, je viens du tertiaire et que je n'ai rien à vendre, mais au contraire, jouer la différenciation à fond. Moi, mais c'est ça l'intérêt de ces soirées-là, c'est qu'on ne soit pas forcément d'accord. Alors, je vais vous jouer une autre musique, mais qui n'est pas forcément à l'envers de tout ce que vous venez de dire. Mais moi, j'ai aussi un fils qui est ingénieur maintenant, et je peux témoigner aussi pour moi. Je considère que quand on sort de l'école, il faut pratiquer les équations qu'on a appris à l'école, dans une école d'ingénieur, parce qu'au moment où on sort, on est vraiment au top de la connaissance de la construction navale, de la mécanique, de l'informatique, etc. Il faut pratiquer ce que vous avez appris à l'école. Et ensuite, vous pourrez faire du management, vous pourrez travailler dans des services, faire du commercial, faire d'autres choses, mais si vous lâchez les équations tout de suite, vous n'y reviendrez pas. Voilà. Donc, et ces équations, ces choses peut-être qui ne sont pas forcément agréables, feront de vous que vous êtes un centralien qui a travaillé 5 ans dans l'aéronautique ou dans la navale. Donc, vous aurez une expérience technique d'ingénieur dans le métier que vous avez appris à l'école. Je ne dis pas que le secteur tertiaire n'est pas un métier, mais j'oppose effectivement tout ce qui est industrie, création de valeur, avec les services qui sont consommateurs de valeur. Voilà. Donc, même s'il y a des métiers, évidemment, dans le service, je considère qu'un ingénieur, si on a une particularité, si on doit se comparer par rapport à des gens comme Audencia, nous, on a la capacité de faire marcher des choses, de faire fonctionner ce qui est dans le sol, c'est-à-dire les minerais, les énergies. On sait faire marcher le monde, on sait trouver des solutions techniques. Donc, dans les premières années, utilisons ces compétences-là. Je ne dis pas que si vous êtes tout de suite commercial ou RH, ou que vous travaillez dans les assurances, vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas le problème. Vous allez avoir de toute façon une culture générale qui va vous permettre, et c'est ça l'objet d'une culture générale, de résoudre des problèmes que vous n'avez jamais rencontrés dans votre vie. Mais juste le message, c'est vous ne reviendrez jamais à des équations. Si 10 ans plus tard, on vous propose de résoudre des problèmes de mécanique, d'écoulement de fluide, voilà, ce ne sera pas la peine. Il faudra mieux que vous fassiez appel à un spécialiste. Ce n'est pas contradictoire avec ce que vous venez de dire. Non, mais c'est bien vrai. Oui, enfin, moi personnellement, je peux confirmer. Donc, comme tu viens de dire, j'ai passé 5 ans, on va dire, dans les services un peu informatiques, et là, je reviens à faire des équations et des modèles statistiques, et c'est vrai que je suis beaucoup moins efficace qu'il y a quelques années. Donc, c'était la partie qui me manquait, parce que moi, j'ai voulu toujours travailler dans la mécanique. C'était vraiment ce qui m'intéressait. J'ai voulu faire une parenthèse pour faire quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que revenir à faire des maths ou des modèles mathématiques toute la journée, c'est compliqué. Je voudrais juste ajouter une petite chose pour nos étudiants. C'est que je pense que dans les carrières, on peut voir les carrières en tant que spécialiste ou une carrière en tant que généraliste. Chacun a des plus et des moins. À vous de faire le point par rapport à vos propres ambitions et vos propres aspirations. Le généraliste, souvent, on vise d'être le plus haut grade de généraliste et être président d'une entreprise. Mais le parcours de cela
demande de grimper beaucoup d'étages et que parce qu'on est généraliste, on est vite remplaçable. C'est une ambition où il faut avoir la foi et il faut y aller. En tant que spécialiste, on ne devient pas président ou très rarement, mais en tout cas, on est pratiquement indélogeable quand on est bien spécialiste dans un domaine, dans une entreprise. On est indélogeable. Donc, il y a deux métiers qui sont différents où en spécialiste, on utilise souvent les équations jusqu'au bout, jusqu'à la retraite, mais on est devenu très bon dans le domaine où on est. Et c'est deux voies différentes et chacun de vous a peut-être une des aspirations. Et si vous pensez que vous aimerez plus les généralistes, n'hésitez pas à faire des cursus en double cursus ou quelque chose à côté pour justement compléter et vous former dans cette compétence de généraliste.